Bonjour, bienvenue à cette table éditoriale du Devoir. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mme Joanne Liu, présidente de Médecins sans frontières, donc qui est avec nous pour répondre à quelques questions en cette période, disons, intense d'actualité migratoire. Alors, en ma compagnie, Brian Miles, directeur du Devoir, Isabelle Paré, reporter, et moi-même, Marie-André Chouinard, rédactrice en chef. Alors, merci beaucoup, Madame Liu, d'être avec nous. Vous êtes de passage rapidement à Montréal et on en profite donc pour vous sonder sur cette période très intense. Peut-être d'entrée de jeu, comment qualifieriez-vous aujourd'hui, en 2018, à la fin de l'année, comment qualifieriez-vous le contexte humanitaire? Qu'est-ce qui vous vient en tête d'abord et avant tout? D'abord, merci de m'accueillir ici. Bon, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Je vous dirais que 2018, qu'est-ce qui nous a marqué, nous, en tant qu'organisation humanitaire, c'est le fait que c'était une année qui était difficile pour les gens auxquels on apporte des soins parce que c'était notoire comment les migrants ont été criminalisés dans différents contextes. Donc, c'est quand même, on se dit, il y a des gens qui se sauvent pour leur vie de pays subsahéliens. Ils arrivent en Libye, puis on les met dans des centres de détention. Donc, leur seul crime, là, c'est quand même qu'ils voulaient sauver leur vie ou ils voulaient avoir une autre vie. Et on les traite comme des criminels. Puis après ça, parce que c'est quand même pas fini, il y a quelques chanceux qui réussissent à s'évader de ça, bien là, ils vont se retrouver dans une croisière périlleuse sur un pneumatique à travers la Méditerranée, puis peut-être ou pas, ils vont avoir quelqu'un qui va les sauver dans les eaux internationales, et peut-être ou pas, ils vont se faire débarquer dans un port qui serait sécuritaire. Et on sait que récemment, avec l'Aquarius, MSF avec SOS Méditerranée, on a dû arrêter nos activités. Oui. Et là, ça apporte le deuxième volet, on parle de la criminalisation des migrants. Et l'autre versant de ça, c'est la criminalisation des gens qui apportent des secours aux migrants. Et ça, je crois que c'est important aussi de le souligner parce que c'est vraiment, pour moi, un moment de bascule, à quelque part, sur un terrain qui est assez sacré. Comment ça qu'aujourd'hui, on criminalise la personne qui essaie d'aider quelqu'un qui est dans le besoin? C'est pas juste MSF, là, mais on parle de M. Chose, qui est en France, il y avait un migrant traversé, il a offert le gîte, puis aujourd'hui, on le criminalise. Donc, c'est pour moi un moment très important et il ne faut surtout pas fermer les yeux là-dessus parce que c'est un moment de bascule, mais une bascule vers l'arrière. Puis à quoi vous l'attribuez, cette bascule? Les politiques intérieures sont très axées sur la sécurité des frontières. Donc, est-ce que c'est une obsession sécuritaire qui nous fait oublier toute la question de la dignité humaine dont vous parlez beaucoup? Bien, ça touche en partie à ça. Je crois que moi, quand je regarde ça de loin, je me dis, on aime bien regarder derrière un peu avec de nostalgie, puis on regarde le 20e siècle, puis on se dit, le 20e siècle, c'était quasiment le siècle de l'humanitaire. Dans le sens qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même une espèce que j'appelle un trauma collectif, où les gens se sont dit « Oh boy, il faudrait vraiment, vraiment pas recommencer ça. » Et puis après ça, tout le monde a dit « Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. » Et donc, on a créé, à partir de la Ligue des Nations, les Nations unies, on a créé des plateformes multilatérales. Il y a eu la Déclaration des droits de l'homme, il y a 70 ans. Il y a eu après ça la Convention sur les réfugiés en 1951. On a mis en place la Cour pénale internationale. Ça, c'était ce que le legs du 20e siècle. Et le 21e siècle, c'était autre chose, et c'était d'entrée de jeu assez clair. Il y a eu l'attaque du 9/11, le 11 septembre, et ça a mis le ton sur l'ère de la peur. Et l'ère de la peur, ça apporte souvent la peur, je trouve, des comportements, des réactions qui ne sont pas totalement rationnelles. Et ça l'a surtout mis en place ce que j'appelle l'état d'esprit de regarder les crises à travers le prisme de la peur, qui est donc l'agenda sécuritaire. Et ça va être toujours comment, en premier lieu, ma sécurité est assurée avant d'assurer la sécurité des autres. Et ça, c'est vraiment un déclic, c'est vraiment un point de bascule qui est très, très, très important à souligner. Et comment des organisations comme MSF peuvent justement regagner leur légitimité
aux yeux de gouvernements qui rendent leur tâche de plus en plus difficile et qui les criminalisent, comme vous dites. Qu'est-ce qu'une organisation comme la vôtre peut faire pour lutter contre ça? Bien, je vous dirais que c'est une question de s'engager dans un dialogue. De façon générale, puis régulièrement, on est toujours dans des discussions qui ne sont pas faciles. Il y a des sujets, moi quand je regarde mes 2 mandats comme présidente internationale, à MSF, dans les 6 dernières années, on a vendu ce que j'appelle l'invendable. Donc au début de mon mandat, c'était l'Ebola. Donc pendant 6 mois, on a dit aux gens, il y a quand même une épidémie d'Ebola qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest. C'est une épidémie sans précédent. Et donc, ça n'intéressait pas les gens jusqu'à temps que les gens disent « Oh, mon Dieu, mais c'est possible que des cas arrivent chez nous. » Après ça, on a vendu des attaques sur les hôpitaux en 2015, après l'attaque sur Kunduz, le 3 octobre, où notre hôpital, notre centre de trauma à Kunduz a eu 5 frappes aériennes. La responsabilité a été prise par la coalition américaine. Et encore là, il a fallu convaincre les gens qu'on a une part d'humanité partagée, on a une part de valeurs communes, puis une des choses sur lesquelles on s'entend, qu'il y ait ou pas un droit international humanitaire, c'est qu'on ne bombarde pas un hôpital. Quand il y a une croix rouge, c'est un no-go. Ça ne se passe pas. Puis là, le dernier sujet, c'est tout ce qui se passe autour de la migration, qui est un phénomène qui existe depuis toujours. Il y a quand même 258 millions de personnes qui sont migrantes dans le monde. J'en fais partie. Hein. Joanne Liu, Dr. Joanne Liu, présidente internationale qui vit à Genève. Donc, ça existe. Il y a tout un spectre de types de migrants. Et donc, on a ce qu'on appelle les gens en déplacement qui sont en déplacement pour leur survie. Il y a des réfugiés, il y a des déplacés internes. Et nous, Médecins sans frontières, on travaille auprès d'eux depuis toujours. Ça fait 49 ans qu'on existe, on est avec eux. Et régulièrement, on est en tension avec les gouvernements. Donc, une longue réponse pour vous dire que c'est des choses qui nous arrivent, que régulièrement, on a des discussions qui sont des sujets qui ne sont pas faciles. C'est quand même pas facile d'aller négocier avec un gouvernement qui nous a bombardés et qui a tué 42 personnes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Après ça, c'est nous, qu'est-ce qu'on apporte là-dedans? C'est vraiment la lecture humanitaire d'une situation, puis de rappeler aux gens que quand même, les États ont des responsabilités. Par rapport aux attaques, justement, des civils et des organismes humanitaires, est-ce que la situation se détériore ou bien certaines de vos interventions, justement, avec des pays qui, malheureusement, l'ont fait, ont porté fruit? Comment vous qualifieriez l'état des choses en ce moment? Bien, de façon générale, partout où on va, on discute avec tout le monde et on négocie notre présence. Et ce qui fait qu'on a une certaine protection, ça va surtout avec ce que j'appelle la pertinence de nos activités. Et ça, c'est important parce que si on fait une activité qui n'apporte pas une valeur à la communauté et aux dirigeants sur place, ils auront peut-être moins envie de la protéger. Donc, c'est toujours un peu quelque chose. Nous, on est chanceux parce qu'on fait une activité médicale humanitaire d'urgence. On a en plus développé, je dirais, beaucoup de compétences au niveau de la chirurgie de guerre. Si on prend par exemple le Yémen, qui fait la une du Devoir aujourd'hui, c'est une grande crise humanitaire. C'est une guerre, un conflit qui est là depuis 4 ans, qui n'a pas épargné les civils. On a bombardé des écoles, des autobus d'enfants, des mariages et des hôpitaux. Et on se retrouve aujourd'hui devant une crise humanitaire, en fait, qui est le reflet d'une guerre qui n'a pas épargné les civils, parce qu'on n'a pas épargné les infrastructures civiles. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des épidémies de diphtérie, de rougeole, de choléra, parce qu'on n'a pas épargné les structures Vous êtes allé civiles. au Yémen? Moi, j'y suis allée à quelques reprises. J'y suis allée en 2015 parce que j'ai travaillé à chaque année, mais je n'ai pas toujours réussi. J'essaie d'aller faire une mission sur le terrain comme médecin. Donc, j'ai été travailler à Amran comme pédiatre.
Et après ça, je suis retournée à la fin 2016, début 2017 pour plus là, des questions de négociation sur la présence et la sécurité de nos équipes. Et qu'est-ce que vos équipes, de quoi témoignent-elles en ce moment au Yémen, vos équipes? Bien, nos équipes aujourd'hui, bon, on a quand même plusieurs personnes sur le terrain. C'est notre pays de plus gros déploiement dans le Moyen-Orient. On a 1900 personnes sur le terrain. On a 100 personnels internationaux. On travaille dans 13 hôpitaux, 11 gouvernats. Et ils nous disent, bien oui, c'est une catastrophe médicale humanitaire parce que les infrastructures ne fonctionnent pas. Et là, on se retrouve dans des espèces d'équations complètement ridicules parce que nous, on travaille assez près, par exemple, à Hodeidah de la ligne de front. Là, c'est sûr qu'avec les derniers pourparlers qui se sont passés en Suède, ça s'est calmé près d'Hodeidah. Mais on a des gens, parce que le système de santé est complètement en déliquescence, qui ont fait 12 heures de voiture dans un endroit qui est stable pour venir être soignés près de la ligne de front parce qu'ils savent qu'il y a des soins. Donc, c'est juste un reflet de vraiment un système de santé qui est complètement sur les rotules. Mais justement, cet effondrement des infrastructures, ça vous permet quand même, vous réussissez quand même à fonctionner, à pouvoir continuer vos activités là-bas. Le gouvernement en place vous permet de continuer à apporter secours. Comment ça rend votre situation, votre travail difficile sur le terrain? Le travail n'est jamais très facile. Puis dans le contexte Yémen, ça a toujours été assez difficile. Et donc, même cette année, on s'est quand même retiré de Al-Dalé parce qu'on a été régulièrement ciblé. Notre hôpital a été régulièrement ciblé. Puis à un moment donné, on a dit, bien, si vous n'êtes pas capable de respecter, de protéger notre hôpital, bien, nous, on va être obligé de quitter. Donc, on a quitté à l'automne. Donc, c'est toujours difficile, c'est toujours une tension et c'est toujours d'énormes risques. Et c'est pour ça que c'est important de le dire que le personnel de Médecins sans frontières, mais le personnel médical à travers le Yémen aujourd'hui, tous prennent des risques énormes. Tous. Tout juste cette semaine, un pacte sur l'immigration, donc tout frais adopté, mais quand même boudé par un nombre quand même assez effarant de nations d'importance. Comment vous évaluez ou vous analysez ce refus d'adopter un pacte qui, somme toute, est non contraignant au final? Bien, moi, j'ai une lecture qui est relativement, je vous dirais, positive. Ah bon? C'est une façon de regarder les choses. Hein? Le verre est à moitié vide ou est à moitié plein. Moi, j'ai décidé qu'il était à moitié plein. Parce que je pense que dans les temps qu'on vit, où il y a une peur rampante partout, où on a un discours sur la migration qui est très diabolisant sur les migrants, 152 nations qui ont dit oui au pacte de migration, c'est pas mal. Il y en a 52 qui ont dit oui, il y en a 12 qui se sont abstenus, puis il y en a 5 qui ont vraiment dit non. Moi, je trouve ça correct. Parce que c'est comme n'importe quoi. Quand on vend des choses difficiles comme ça, bien, il faut créer un moment de bascule vers le positif. Et donc, au lieu de se concentrer sur ceux qui ont dit non, il faut se concentrer sur ceux qui ont dit oui. Puis il faut faire une émulation vers le haut et non vers le bas. Vous avez vécu ou connu l'horreur humaine de près, la tragédie à travers le monde. Comment vous faites pour rester optimiste? Mais moi, je reste optimiste parce qu'on me pose souvent cette question-là. Parce que je dis, je vis dans un pays qui n'a pas la guerre, je mange 3 repas par jour, je n'ai pas à traverser de checkpoint. Ça serait grotesque de me plaindre quand mes équipes, à tous les jours, traversent des checkpoints, à tous les jours entendent des bombardements, puis à tous les jours prennent soin de gens, la plupart qui n'ont pas de choix. Donc, moi, personnellement, il n'y a pas d'espace pour le pessimisme. Je considère que ma job, c'est un privilège. Et je considère que quand les gens n'entendent pas... Parce que si je m'étais découragée en 2014, on ne serait pas arrivé où est-ce qu'on est arrivé par rapport à l'Ebola. Parce que pendant 6 mois, quand même, les gens n'avaient
rien à cirer de ce qui se passait en Afrique de l'Ouest. Et à un moment donné, il y a eu justement ce moment-là de bascule. Et il y a plein de choses, hein? Les planètes s'alignent ou on les force à s'aligner. Mais c'était le fait que l'été était passé. On se rappelle, hein, l'été 2014, c'était l'Ukraine. Ça n'allait pas bien en Ukraine. Il y avait aussi la bande de Gaza, ça n'allait pas super bien. Et là, l'été passé, les gens avaient le temps aussi de bien reposer, ils avaient le temps de réfléchir. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu des nombres, une masse critique de gens infectés où on ne pouvait plus faire semblant que ça n'existait pas. Puis il y a eu le fait qu'il y a eu des cas qui ont été rapatriés aux États-Unis, en Europe, et là, ils ont dit « Oh boy, ça s'en vient chez nous ». Donc, ça prend un contexte, entre guillemets, favorable pour qu'une crise soudain capte l'attention de la planète et que vous puissiez faire avancer des causes? Bien, jusqu'à un certain point, mais je crois que c'est favorable, puis en même temps, et là, je le dis toujours, le rôle des médias est clé. Parce que on peut discuter, par exemple, des migrants en Amérique centrale, puis les appeler la caravane, les envahisseurs, ou on peut décider de les décrire comme un père, une mère qui veut un futur pour leur enfant, qui vit dans un cycle de violence énorme à travers des gangs ou à travers des cartels de drogue, et qui se dit, bien moi, je suis tannée, j'en ai marre, je ne peux plus vivre avec l'incertitude que ce soir, je vais rentrer après le travail puis que mon enfant ne sera pas là parce qu'il a été kidnappé. Puis ça, quand on décrit ça comme ça, la situation, il y a plein de gens qui disent « Non, je pense pas, moi je vivrais là-dedans. » On déshumanise les migrants, et moi je trouve ça important, je trouve que les mots sont importants, parce que quand on décrit les gens et on les déshumanise, après ça, c'est beaucoup plus facile de les traiter de façon déshumanisante. Et c'est là qu'on dérape. Comment, justement, vous expliquez qu'il y a quelques années, il n'y a pas longtemps encore, on a vécu cette vague d'ouverture en Allemagne envers les migrants. Au Canada aussi, il y a eu vraiment un accueil incroyable aux réfugiés syriens. Et que là, on vit ce ressac face aux migrants. Comment vous l'expliquez, ce ressac actuel qu'on vit dans plusieurs pays et qui est quand même assez nouveau pour certains pays? À quoi vous l'attribuez? Parce que comme je disais au début de la conversation, je pense que ça va avec cette espèce de ressenti de peur et qui, la peur, ça crée des sentiments d'insécurité. Et donc, avec un discours prédominant qui entretient cette peur-là, c'est quand même pas vrai que 7000 personnes du Honduras vont envahir les États-Unis. On s'entend que ça... Mais quand on est dans un ressenti de peur, les arguments rationnels ont beaucoup moins de traction. Et donc, c'est pour ça moi, je pense qu'on a une responsabilité à expliquer aux gens c'est quoi la réalité, à recadrer le discours à travers quelque chose qui est humanisant et non déshumanisant, et à donner, je vous dirais, l'autre versant. Parce que, en même temps, par rapport à l'Europe aujourd'hui, quand ils sont en train de faire un discours d'autocongratulation parce qu'il y a moins de migrants qui arrivent, moi, je leur dis « wow, les minutes ». J'ai dit, il y a quand même un prix à ça. Vous avez moins de gens qui arrivent chez vous, mais savez-vous qu'est-ce qui se passe en début? Savez-vous que à tous les jours, il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée? Donc, votre succès a un coût, et le coût est humain. Et on ne pourra pas dire, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas. Je dis, vous n'aurez même pas cette excuse-là. Est-ce que les conflits sont préoccupants aujourd'hui à l'échelle de la planète? Est-ce que vous tenez un baromètre de la situation? Est-ce que vous êtes en mesure de nous aider à comprendre si notre sort collectif s'améliore ou se détériore? Là? Parce que quand on regarde ça de la lorgnette des journaux, des médias, on a l'impression que tout va mal partout. Est-ce que c'est fondé, cette perception? Bien, la réalité, si on regardait les choses de façon objective et globale, et là, je ne peux pas vous apporter les chiffres exacts, mais il y a quand même moins de conflits dans le monde qu'il y avait au 20e siècle. Donc, déjà. Et ça, c'est quelque chose que personne n'est capable, est capable de dire que c'est pas vrai, c'est les faits. L'autre chose aussi, c'est que même si on parle de la lourdeur de certaines maladies,
Et par exemple, il y a le livre qui est écrit qui s'appelle Factualness, qui raconte que, ben oui, mais les gens de la malaria, on a diminué par 50 le nombre de gens qui meurent de malaria par année. Donc, souvent, c'est qu'on ne parle pas aussi d'un peu des success stories qui existent et on met seulement le spotlight sur les grandes catastrophes. Je pense que c'est important, mais je pense que de temps en temps aussi, il faut être capable de balancer, de rééquilibrer les choses. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup maintenant de l'Ebola, parce que j'ai été tellement la personne qui notre organisation, puis moi, entre autres, j'ai parlé beaucoup du fait qu'en 2014, les gens, on a été obligés de regarder les gens mourir avec aucun traitement spécifique, pas de vaccin, habillés en cosmonaute. Et puis je disais, c'est pas vrai que moi, je vais revoir un enfant mourir toute seule, assis sur son lit d'hôpital sans sa mère, habillé en cosmonaute. Ça, c'est une promesse que je m'étais faite. Je ne veux pas revivre ça. Et dans toute cette noirceur-là qu'on décrit maintenant, bien aujourd'hui, en République démocratique du Congo, même si on est au Kivu, dans un conflit, on a vacciné quand même 50 000 personnes avec le vaccin VSV, puis on a commencé un essai clinique il y a quelques semaines, et on est en train de tester 4 différentes molécules. Donc, on est parti de rien, et là, on a tout ça aujourd'hui dans notre boîte à outils. Est-ce que vous mesurez les effets du changement climatique sur le terrain? On en parle beaucoup, c'est une préoccupation mondiale. Et concrètement, quel est son impact sur vos activités, sur votre travail, sur le tissu social dans les différents pays qui sont affectés? Bien, c'est sûr que ça affecte la migration, parce qu'il y a toutes les catastrophes naturelles de sécheresse, famine qui se rajoutent à ça. Donc, on le voit, nous, en première intention, parce qu'on apporte des secours à ces populations-là. Après ça, on le voit aussi à travers le fait que la médecine environnementale, donc on a ça aussi au niveau des maladies respiratoires. Et c'est quand même assez extraordinaire. Il y a quand même un article dans Lancet qui est sorti. 9 millions de personnes perdent leur vie qui est connectée par rapport à l'environnement et la dégradation de l'environnement. Et donc, tout ça ensemble, c'est plus que le VIH, le sida, la tuberculose, la malaria et probablement toutes les guerres. Donc, on a quand même un angle mort sur ce qui se passe, l'impact du climat aujourd'hui. Nous, Médecins sans frontières, on a encore des croûtes à manger parce qu'on est une organisation qui est réactive, dans le sens qu'il y a quelque chose qui se passe et on répond aux besoins. Une partie du climat, même si l'impact est déjà là, et il y a quand même une tangibilité qui est plus difficile. Donc, voilà. Et donc, les migrants d'aujourd'hui vont fuir davantage le climat que les guerres? Possiblement. Moi, j'ai pas la boule de cristal, puis je peux pas vous le dire, mais ça regarde mal, c'est clair. Madame Liu, moi, j'aimerais ça vous entendre sur un discours qui prévaut à l'actuel, notamment on vient de changer de gouvernement au Québec et le premier ministre François Legault a fait une promesse de baisser le seuil du nombre les seuils d'immigration. Son principal argument, c'est de mieux intégrer plutôt que d'axer sur la quantité de personnes qu'on va recevoir. Je me demandais ce que vous pensiez de ce genre d'argument qui semble quand même avoir une certaine portée auprès de la population. Bien, je crois que c'est important de bien comprendre l'inquiétude du public en général sur la migration. Parce que tant qu'on ne comprendra pas leur inquiétude, on ne pourra pas de toute façon changer les politiques de façon notoire. Il va y avoir un pushback. Les gens vont vouloir freiner ça. Donc, pour moi, je trouve ça très, très, très important d'écouter puis de comprendre. Parce que, vu que les gens sont dans un état, un ressenti de peur, ils ne sont pas rationnels. Si on a beau le dire, en Europe, on disait ça représente les centaines de milliers de personnes là, que vous ne voulez pas avoir chez vous, ça représente moins de 0,2 % de la population de l'Europe. Vous ne serez pas envahi. Vous ne perdrez pas votre identité. Ça ne marche pas.
Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre d'où vient cette part-là et pourquoi. Puis aussi, il est important de raconter des histoires qui ont été quand même des success stories. Puis il y en a plein. Il y en a plein. Les gens sont pas tous sur le bien-être social. Il y a des carrières. Ils ont apporté, ils ont enrichi le Canada. Et le Canada était quand même une terre d'accueil pendant longtemps. Et je crois que il est important de le rappeler aux gens. Puis il était important parce que beaucoup d'entre nous ici, probablement autour de cette table ronde-là, a quand même des parents ou des arrière-grands-parents qui sont venus d'ailleurs. Donc, il faut se rappeler aussi de nos histoires. Et donc, c'est pour ça que, et là, c'est la seule parenthèse personnelle que je vais faire, moi, je ne suis pas neutre sur le sujet, parce que je suis un produit de la migration. Et je me dis toujours, je suis extrêmement chanceuse, parce que moi, il y a plein de gens qui parlent du rêve américain. Moi, j'ai vécu le rêve canadien. J'ai été dans les meilleures écoles. Et aujourd'hui, je suis capable de contribuer à l'économie, à la société canadienne. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont ce potentiel-là. Et il faut juste être capable de faire la bascule intellectuelle de ce que ça représente. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, avec notre réalité démographique, il va falloir y réfléchir comment ça va se passer. Et je regardais les journaux et il est clair qu'on manque de main-d'œuvre. Tout le monde en parle. On va régler ça comment, là? On va demander ça au Père Noël, là, dans notre bonne Noël? Mais, à un moment donné, il y a des réalités. Et c'est là que être capable de vulgariser des sujets, d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça signifie, c'est important. Et sans être démago, mais je me rappelle, l'été dernier, parce que je viens de Québec, on est passé à l'île d'Orléans. Bon, tout le monde aime manger des fraises de l'île d'Orléans. Et d'ailleurs, on pense tous que les meilleures fraises viennent de l'île d'Orléans. Oui, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec Absolument. ça? Absolument. Oui. Bien, le panier de fraises de l'île d'Orléans, je ne sais pas si vous êtes allés, mais qui ramasse les fraises? Ouais, travailleurs temporaires, étrangers. Voilà. Et s'ils ne ramassaient pas les fraises, moi, je vous promets que notre panier, on ne paiera pas 12,50, mais probablement le double, sinon le triple. Et donc, il y a des réalités. Et en fait, ces gens-là, parce que moi, je me rappelle, j'avais pas compris qu'est-ce qui se passait. On conduisait, puis on a vu une boîte téléphonique. Mon chum puis moi, puis on dit, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Puis vu qu'on parle espagnol, on est allé les voir. Puis ils nous ont dit, bien, on ramasse les fraises. Et là, on appelle à la maison pour leur dire que tout se passe bien. Puis qu'on va rentrer à l'automne. Et ces gens-là n'ont jamais voulu vraiment immigrer au Canada, mais ils sont très contents d'avoir une job saisonnière. Et c'est un peu ce que les PAC fait. Le PAC sur la migration dit une migration qui va être sécuritaire, qui va être ordonnée et régulière. C'est ça, le PAC. Par rapport au PAC, justement, qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme action concrète suivant l'adoption de ce pacte? Bien, l'action concrète, c'est que chaque personne va l'acter, chaque pays va l'acter comme il veut quelque part. C'est un cadre, en fait. Mais qu'est-ce que vous espérez voir mais moi, naître de ça? ce que j'espère, c'est que, parce que ça a réitéré quand même des choses qui sont très simples, mais qui sont vitales, c'est que le fait qu'un migrant ne perd pas ses droits parce qu'il a traversé une frontière. Ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il doit être traité avec dignité et avec humanité. Ça dit aussi qu'il ne sera pas criminalisé parce qu'il a traversé une frontière. Puis l'autre gros truc pour nous qui est assez important, parce que ça nous affecte directement, c'est qu'on ne criminalisera pas les gens qui apportent une aide, des secours humanitaires aux migrants. Donc ça, c'est 3 choses qui sont très importantes. L'autre truc aussi, on aurait voulu que le vocabulaire soit beaucoup plus fort que ce qu'il a été, c'est que la détention sera utilisée en dernier recours. Et donc, nous, on espère que ça va être acté, parce qu'aujourd'hui, la détention est utilisée comme premier recours par rapport aux migrants. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que je rentre de l'Amérique centrale,
Et en Amérique centrale, Médecins sans frontières, on travaille sur toute la route de migration du El Salvador, Honduras, Guatemala, Mexique, jusqu'à la frontière américaine. Et les gens passent cette route-là. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est une route migratoire qui est circulaire. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens paient un package. En général, on paie un package, on a le droit à 3 essais pour essayer de passer la frontière. Pas tous réussissent naturellement. Et donc, ils reviennent toujours dans cette boucle-là circulaire. Et à chaque fois qu'ils passent différentes étapes, ils sont taxés, ils sont brutalisés, les femmes sont violées. Et là, quand ils arrivent aux États-Unis, les quelques-uns qui sont chanceux, mais que là, ils se font prendre, ils se font mettre dans un centre de détention, que les gens nous décrivent comme les freezers, qui sont des centres de détention qui sont froids. Human Rights Watch a fait un rapport éloquent là-dessus. Après ça, ils sont déportés. Nous aussi, on travaille dans les centres où ils sont déportés, où on fait ce qu'on appelle le screening médical. Et moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Parce qu'on était là, puis je l'ai vu il y a quelques jours, c'est qu'on est dans un terminal d'aéroport. Alors, ça ressemble comme n'importe quel autre aéroport, mais il y a quand même des petites différences. Il y a des barreaux dans les fenêtres. L'autobus qui ramène les voyageurs, c'est écrit « militaire » dessus. Puis la personne qui ouvre la porte, c'est un soldat. Et moi, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Parce que quand ils arrivent, ces gens-là, la plupart, c'est des jeunes hommes qui ont entre, je sais pas moi, 15 ans et 25 ans. Ils rentrent, il y a des volontaires de la Croix-Rouge, moi c'était au Honduras où j'étais quand j'ai vu ça, qui leur donnent un café, un petit sac avec un logo d'IOM et USAID dessus, un pour les femmes, un pour les hommes. Dedans, une brosse à dents, un petit tube de pâte à dents, un déodorant, un peigne. Puis les filles, on doit de la crème à main. Un petit extra. Et puis, mais il y a une autre chose qu'il y a dedans. Il y a des lacets. Et là, tout le monde fait la même chose. Ils prennent leur petit sac. Ils ont le droit d'aller faire un appel de 3 minutes à qui ils veulent. Ils ne vont pas faire l'appel. Ils vont s'asseoir. Ils prennent les lacets. Puis ils remettent les lacets sur leurs chaussures. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui ne fait pas ça. Et moi, ça m'a bouleversée. Parce que c'était le geste emblématique de « je me réapproprie ma liberté ». Les lacets, je suis un homme libre. Et après ça, ils vont appeler maman pour lui dire « je suis rentrée ». Justement, dans vos voyages là, en Amérique centrale, est-ce que vous avez constaté que le visage des migrants a changé? Sur le terrain, les gens ont été choqués de voir des familles séparées, des enfants mis dans des camps de détention. On a l'impression que le visage des migrants aussi est en train de changer. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi sur le terrain? Bien, je veux dire, on a de plus en plus de familles. Et là, c'est toujours un signe. Parce que quand on regarde l'histoire de la migration, souvent, le modèle, c'est tu vas envoyer ton plus jeune, il va y aller, il est plus robuste, il est plus résilient. Puis si lui, il a un succès, après ça, il va rappeler les autres. Bon, je pense qu'on a tous des grands-parents ou des oncles ou des voisins que c'est à peu près leur histoire. Ils ouvrent le chemin, quoi. Ils ouvrent le chemin. Mais là, on l'a vu, des familles entières du Honduras qui ont marché des kilomètres et des kilomètres. Et ça, c'est pour moi un reflet direct de la gravité de la situation puis de la violence auquel ils font face. Et je vous dirais que ce qui m'a marqué aussi beaucoup en Amérique centrale, c'est le fait que nous, on travaille dans beaucoup de situations de guerre où les gens, il y a une guerre qui ne respecte pas ou qui n'épargne pas les civils. Donc, tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, puis bang, l'autobus se fait bombarder. Ça, c'est quelque chose. Puis c'est terrible de vivre là-dedans. La différence en Amérique centrale, c'est que tu es dans une dynamique de gang où là, ils viennent te voir puis disent « T'as pas payé ta taxe de guerre. Ce soir, nous, on repasse. On va avoir 10 000 $. Là, tu as 12 heures pour te faire du sang, là, mais du mauvais sang.
Si tu as l'argent, tant mieux, mais si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tes voisins, tu vas voir ta famille. Tout le monde essaye de ramasser l'argent. Parce que tu sais que si tu n'as pas l'argent, c'est que quelqu'un va mourir dans ta famille. Ou tu pars. Et c'est dans ce temps-là que les gens partent. Et à la différence d'une guerre, c'est que là, c'est pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais là, c'est comme dans les Far West, tu as une photo, puis you're wanted. C'est ciblé, c'est personnalisé. Et tu n'es pas bien reçu au sud de la frontière, là. La politique migratoire des États-Unis, c'est une politique de durcissement maintenant. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de faire? D'autres façons d'envisager le flux migratoire aux États-Unis qui génère tout un débat en ce moment-là? Non, mais c'est sûr qu'il y a des façons de faire différentes parce que moi, je pense que déjà là, et c'est largement à l'extérieur de mes compétences qu'est-ce que je vais répondre, mais si on venait à l'exemple de nos merveilleuses fraises de l'île d'Orléans, c'est que les gens seraient prêts à avoir des boulots saisonniers. Et seraient très contents de venir pour une période X, puis après ça, de retourner chez eux. Et la réalité, quand vous parlez aux migrants, et ça se vérifie partout, c'est que les gens, quand ils partent de leur pays, c'est une fracture, mais une fracture dans leur identité. Il n'y a personne qui veut partir de chez eux, à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix. Et on regarde ce qui s'est passé en Syrie, même si les gens là, partaient en 2000. Vous vous rappelez, là, en 2015, les gens partaient, là, les bombes leur tombaient sur la tête. Et je me rappelle que c'était un exode massif, mais les gens sont restés dans la région en grande partie. 3 millions en Turquie, 1 million au Liban, 650 000, je pense, en Jordanie. Parce que les gens espèrent tous que ça ne durera pas trop longtemps, puis qu'ils vont retourner chez eux. Et je prends toujours l'exemple, je l'ai dit souvent quand j'en parle, je dis toujours, qu'est-ce que les gens apportent avec eux quand ils partent? Tous, ou à plus de 90 bien, ils mettent tous dans leur sac les clés de leur maison. Parce qu'ils espèrent tous revenir un jour. Ça, c'est universel. Wow, tout un symbole. Ouais. Vous parlez beaucoup des récits de ces personnes. Or, ce dont on entend surtout parler, c'est de la réaction des pays d'accueil et très peu de la zone de départ et de la situation, comme vous venez de l'évoquer, de guerre, de toutes les brutalités, les incertitudes, les craintes, les peurs que ces personnes vivent. Vous parliez aussi tout à l'heure des médias et de leurs responsabilités. Est-ce que vous notez un changement du côté des médias? Est-ce qu'on parle davantage des récits plus que des termes, disons, généralisants qui deviennent un peu impersonnels là, et donc dangereux? Bien, la réponse courte, ça serait pas suffisamment. Pas suffisamment. Pour être gentil. Non, allez-y. Soyez franche. Non, mais arrêtez, moi, je comprends qu'il y a des codes d'écoute, il y a des trucs, il y a des dynamiques, puis vous vivez là-dedans. Donc, mais je pense qu'il faut raconter des récits parce que moi, je dis aux gens, si vous passez à côté d'un lac, là, puis il y a un enfant qui est en train de se noyer, je mets ma main au feu que 9 personnes sur 10, sinon 10 personnes sur 10, vont tout faire pour aller sauver cette personne-là. S'ils ne peuvent pas eux-mêmes y aller puis nager, ils vont prendre leur voisin et vont dire « Hey, elle est en train de se noyer, la petite fille de 5 ans. » C'est ça qui se passe aujourd'hui dans la Méditerranée. Il faut raconter des histoires que les gens vont dire « Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. » Mais pourtant, on en a vu des images, des histoires d'horreur, certaines qui ont secoué momentanément la planète. Est-ce qu'il y a un danger de banalisation? Voyez-vous poindre une forme de banalisation face au flot d'histoires, au flot d'images? Ça dépend. Moi, je pense que... je dis toujours que le vocabulaire, la manière qu'on décrit les choses, banalise ou déshumanise les gens. Donc, quand on les appelle des caravanes, quand on les appelle les envahisseurs, c'est déshumanisant. Quand on les décrit seulement à travers des chiffres, c'est déshumanisant. C'est pour ça qu'il y a des histoires personnelles
sont importantes. Parce que ça humanise. Et quand on humanise, les gens sont capables de se connecter. Les gens comprennent tous l'histoire de « je ne vivrai pas avec l'incertitude que mon enfant de 4 ans ne sera pas à la maison ce soir quand je vais rentrer du travail. » Il n'y a pas un parent qui veut vivre avec ça. C'est universel. Et donc c'est là qu'il faut recalibrer le discours. Moi, je fais ma part parce que j'en parle, mais je veux dire, il est clair qu'une partie des médias, il ne faut pas juste mettre... Bien sûr, il faut parler des gens qui pensent différemment, mais ça ne peut pas être, par exemple, quand on parlait tout à l'heure du pacte sur la migration, on ne peut pas que parler des pays qui sont contre. Il y en a quand même 152 qui sont pour, incluant le Canada. Vous parliez tout à l'heure de manière très touchante de toute votre action, votre séjour en Afrique autour des horreurs de l'Ebola. Est-ce qu'il y a des missions qui vous ont secoué, touché plus particulièrement que d'autres au cours de votre carrière? Bien, je pense que je suis régulièrement extrêmement touchée par ce que je vois parce que je suis toujours émerveillée par les gens que je côtoie. Je dis toujours, et d'ailleurs c'est une entrevue que j'avais faite avec Le Devoir au début de mon mandat, que les héros, c'est pas les MSFiens, mais les héros, c'est la maman qui a marché 3 semaines pour venir à la clinique, qui a traversé 12 checkpoints. Elle, c'est vraiment le héros de la journée. Et donc, je demeure à chaque fois ébahie et, je vous dirais, très touchée, toujours. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je soigne mes patients, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, jamais, je ne suis pas sûre que je ferais tout ça. Et là-dessus, j'ai une admiration, mais sans fin. Comme j'ai une admiration beaucoup pour notre personnel, 45 000 personnes qui travaillent dans 71 pays, 60 % de nos missions sont quand même en conflit, et que moi, je vais les visiter ou je fais des missions au cours de max 4 semaines, mais les autres sont là à temps plein. Je leur dis toujours, vous êtes une source d'inspiration infinie. Ce serait quoi votre espoir pour 2019 ou les années à venir? Est-ce que vous souhaiteriez qu'ils changent ou, en tout cas, qui pourraient influencer beaucoup positivement vos missions dans divers pays du monde? Bien, je crois que ce qui est important, parce que c'est de s'assurer que on informe les gens et qu'on brise l'indifférence des gens. Parce que c'est aussi ce que j'appelle un mécanisme de défense. Les gens créent cette capacité de se fermer parce que ils trouvent que c'est trop. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez dit, moi, ça, vous êtes encore optimiste, Dr. Liu. Oui. Donc, voilà. Mais je crois aussi que les gens, c'est important qu'ils soient en connexion avec leurs émotions, et c'est important qu'ils aient l'impression aussi qu'ils peuvent faire quelque chose et que ça a un impact. Et moi, je dis toujours que la première chose qu'on a à faire, autant vous que moi, c'est de briser l'indifférence des gens par rapport aux crises humaines qui se passent partout dans le monde. Et qu'on ne peut pas faire semblant qu'aujourd'hui, au 21e siècle, que quand il se passe quelque chose ailleurs, ça n'a pas d'impact ici au Canada. Ça a toujours un impact. Ça revient à un moment donné. Cette notion qu'on vit dans un monde interconnecté. Bien, comme on dit, un grand village. Un grand village où un de mes amis disait une boule de cristal, à l'intérieur de laquelle personne ne peut ignorer les conditions de son voisin, pour le meilleur, pour le pire. Et pour vous, c'est les prochaines étapes, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va vous voir chez Médecins sans frontières encore longtemps? Est-ce que vous avez des ambitions politiques ou autres? Bien, en fait, j'ai eu le privilège d'être... j'ai été élue en 2013 et j'ai été réélue pour un deuxième mandat en 2016 qui va se terminer en juin 2019. Donc, ça va être une séquence de ma vie professionnelle qui va se
ben, qui va se terminer. Il n'y a pas de troisième mandat. Non, il n'y a Non. pas de troisième mandat. Par choix? Non, c'est les statuts. Les statuts. Après ça, on pourrait changer les statuts comme certains chefs dans certains États. On ne fait pas ça à MSF. On ne fait OK. pas ça. Donc, Qu'est-ce qui vous attend? bien, ce qui m'attend, bien, moi, je suis médecin, donc j'ai toujours ma grande famille à Sainte-Justine qui m'attend. Donc, il y a une partie de ça possiblement auquel je vais retourner. Mais j'espère de pouvoir toujours contribuer au niveau de la réflexion et même de l'action par rapport à la santé mondiale. Parce que je pense qu'il y a des enjeux importants aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des sujets qui m'animent énormément. Donc, tout ce que j'appelle le legs de l'Ebola, ça m'anime énormément parce que ce qui était clair et ce qui a été acté par rapport à l'Ebola, c'est que pour que tout le monde soit en meilleure santé, il faut que chaque personne soit en meilleure santé. Puis ça s'est clairement démontré avec l'Ebola. Et puis l'autre grand sujet qui m'anime, on en a parlé beaucoup pendant cette table ronde-là, c'est la question des migrants. Parce que je crois que c'est la crise de l'heure et probablement la crise de la décennie. Je crois aussi que de la façon qu'on va y répondre collectivement va nous définir en tant que civilisation, en tant qu'humanité. Et que c'est important qu'on ne fasse pas semblant qu'on ne sait pas ce qu'on sait et donc qu'on ne répète pas des mauvaises histoires qu'on a eues au 20e siècle. Est-ce que la politique vous intéresse? La politique, est-ce que la politique m'intéresse? Il y a des gens ils voudraient que je m'intéresse à la politique. J'imagine, oui, hein? Il y a une élection en 2019. Le Mais, téléphone doit sonner, non? Pour l'instant, je me concentre sur ma tâche comme présidente internationale et je commence une réflexion plus importante là, dans le temps des fêtes. On en déduit que le téléphone a sonné. Sinon... C'est une réponse de politicienne, ça. C'est vrai? Oui, oui. Je savais pas que j'avais ce talent-là. Bon, alors une réflexion intense aux fêtes. Oui, mais oui, je vais faire ça à Charlevoix. Sur la Là, suite. je vais manger de la tourtière, je vais jouer au hockey, je vais faire du ski, puis je vais réfléchir. C'est un beau programme. Oui, c'est un beau programme. Surtout pour le ski et la tourtière. Ouais. Mais là, parce qu'il faut brûler les calories de la tourtière. Mon chum vient du Lac-Saint-Jean. Hein. Ah, Donc, c'est la tourtière, c'est la grosse La vraie, affaire. là. C'est pas le pâté à viande. Non, Il non, faut quand non. même s'entendre. là, C'est sûr, on peut partir des chicanes pour moins que ça. Là. C'est la meilleure aussi, je suis certain. Ben, c'est ça qu'on m'a dit. Ben, écoutez- ça fait le tour, hein? oui, Ouais. tout à fait, vraiment intéressant. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Dr. Liu, vraiment d'avoir passé ce temps avec nous. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, Merci beaucoup. Très apprécié. Et merci à vous, à une prochaine. Au revoir.